lancement. Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce Facebook Live. Je suis très heureux d'être aux côtés de François Boulard. François Boulard, que vous connaissez sans doute, ancien ministre des Transports, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, qui est président du Morbihan, du conseil départemental du Morbihan. Et le Morbihan, et c'est extrêmement intéressant, et à ce titre, le soutien que tu nous apportes est extrêmement précieux. Tu sais quelle est l'importance que l'on accorde à la dépense publique en France, au mur de la dette qui nous menace, et à notre pays qui a été mal géré depuis maintenant des décennies. Eh bien, ton département, sous ton action, est l'un des mieux gérés de France aujourd'hui, il faut le dire. C'est quand même un département, une collectivité territoriale, et c'est suffisamment rare pour être signalé, où l'endettement baisse, où tu génères un excédent et où tu baisses les impôts. Et alors là, comme je te le disais tout à l'heure avant de commencer le live, puisse la France telle être à l'image du département du Morbihan, parce que baisser les impôts, baisser l'endettement et dégager des excédents, on en est hélas assez loin. Alors, les transports, puisque nous allons parler de ça, c'est un sujet qui concerne notre quotidien, c'est un sujet qui concerne aussi plus généralement l'avenir de notre pays, et on avait envie avec toi de faire l'état des lieux de ce sujet qui est absolument essentiel, qui a été remis sur le devant de la scène avec le rapport Spinetta il y a une dizaine de jours, qui préfigure ce que devrait être le ferroviaire demain. Donc ton expertise, ton regard, aussi bien en tant qu'homme qui a été au cœur du réacteur et en tant que patron d'une collectivité territoriale aujourd'hui, va être extrêmement intéressant. Et on va évidemment, le but c'est pas de se contenter de ce que les transports en France ont été, c'est de projeter ça évidemment dans l'avenir. Et vous savez à quel point cette projection dans l'avenir fait partie de l'ADN d'Objectif France, c'est-à-dire que Objectif France, c'est tout sauf une France qui reste engoncée dans le passé et dans ses rigidités. C'est une France qui est conquérante, c'est une France qui est tournée vers l'avenir, et c'est une France qui ose prendre des risques. Et le ferroviaire et plus généralement les transports, eh bien c'est un sujet qui, de ce point de vue-là, est extrêmement important. Alors, cher François, merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est un honneur que tu nous fais. Je te propose de nous exprimer pendant quelques minutes la vision qui est la tienne, de poser pour nous les fondamentaux de ce que doit être une politique ambitieuse de transport pour la France, après quoi nous échangerons avec nos amis qui sont derrière leur écran. Alors certaines questions nous ont déjà été envoyées, d'autres vont arriver en cours de live, et donc nous serons en interaction tous ensemble ici. Merci Rafik, je suis très heureux de prendre part à cette discussion aujourd'hui sur un sujet qui, en effet, est un sujet extrêmement important, d'abord économiquement à l'échelle du pays, et puis pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous usagers d'un moyen de transport à un moment ou à un autre. Alors on se centre là sur la SNCF, sur le ferroviaire, en partant d'un constat, c'est qu'on a un grand secteur, une grande entreprise qui ne marche pas bien. Alors on l'a constaté, il y a eu tous ces ennuis de gares qui ne marchaient plus, la gare Montparnasse, des retards considérables, etc. Et une SNCF qui est incapable de réagir comme on attendrait qu'elle réagisse face à des incidents qui peuvent arriver, ça arrive dans toutes les entreprises, mais là on sent une espèce d'incapacité à maîtriser un certain nombre de risques technologiques, de difficultés, de tout ça. On a le rapport Spinetta, on a la concurrence qui se profile, qui est programmée pour 2020, mais il faut dire à ceux qui ne connaissent pas bien, j'allais dire l'intérieur de la machine, qu'on n'a pas fait grand-chose de bien dans ce secteur-là depuis assez longtemps. Premier point, on a mal investi. Je m'explique.
L'endroit où on a le plus besoin de transport en France, c'est la région Île-de-France. C'est la région parisienne. Pourquoi? Parce que c'est une énorme métropole et que c'est là que les transports en commun, les transports ferroviaires ont le plus de sens. C'est-à-dire que si tout le monde prenait sa voiture dans une capitale comme Paris, dans une région comme Île-de-France, ce serait évidemment bloqué tout de suite. Il faut avoir de très bons transports en commun, notamment pour les gens qui habitent relativement loin du centre de la capitale. Or, ce secteur-là n'a pas donné lieu à des investissements depuis très longtemps, en tout cas pas assez d'investissements. Donc on a un point clé du transport ferroviaire en France dans lequel on n'a pas fait ce qu'on devait faire, d'où les difficultés que tous les habitants d'Île-de-France connaissent, des retards qui sont perpétuels, des pannes, etc. etc. Deuxièmement, on a beaucoup dépensé d'argent. Et effectivement, quand on arrive à des milliards, chacun ne se rend pas toujours compte des ordres de grandeur, mais les lignes à grande vitesse sont extrêmement coûteuses et nous sommes, on peut le dire, à peu près le seul pays à avoir mis autant d'argent pour relier quelquefois des capitales régionales, mais quelquefois des villes un peu moins importantes. Et là, cet argent-là aurait sans doute été mieux utilisé ailleurs. On a mal entretenu le réseau ferroviaire en France. Pour résumer, simplifier, peut-être caricaturer un peu, comme c'est plus simple d'entretenir les lignes où il n'y a pas beaucoup de circulation, celles-là sont très bien entretenues. Et les lignes où il y a beaucoup de trafic, comme c'est très compliqué de faire de l'entretien, eh bien on l'a différé. Et donc on a un réseau qui, sur les parties les plus sensibles, est mal entretenu. Alors au cœur de tout ça, il y a la machine SNCF, qui est une entreprise où il y a des compétences, où il y a des gens très bien, mais qui n'est pas une entreprise très efficace, parce que c'est une entreprise qui est en monopole, parce que les syndicats de la SNCF ont un poids qu'ils n'ont pas dans la plupart des autres entreprises publiques, même publiques en France, et parce qu'il n'y a pas eu cet aiguillon de la concurrence qui, pour faire bouger une entreprise, est quand même assez déterminant. Donc on a un paysage qui n'est pas fameux, avec le secteur des transports qui est quand même tout à fait stratégique pour notre économie et pour le quotidien des Français. Et c'est la raison pour laquelle le rapport Spinetta, d'ailleurs, l'aborde assez clairement, il faut envisager de grands changements. Moi, mon idée, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir des secteurs monopolistiques. Ça ne marche pas. On l'a vu autrefois avec les télécommunications. On a eu longtemps un monopole de télécom confié à l'État, et puis ça a volé en éclats. Et aujourd'hui, tout le monde trouve naturel d'avoir des prix qui baissent, des performances absolument extraordinaires, des technologies qui se développent à grande vitesse. Il faut absolument que le secteur du ferroviaire fasse cette révolution-là. Alors ça implique sur un plan, j'allais dire, d'organisation, qu'il y ait une vraie séparation entre ce qu'on appelle le réseau, c'est-à-dire les rails, la signalisation, ce sur quoi on roule, et puis le transport lui-même, c'est-à-dire les trains. Il faut qu'on ait une entreprise qui gère le réseau et des entreprises qui fassent passer les trains. Et tant qu'il y a cette confusion que la loi de 2014, d'ailleurs, pendant le quinquennat Hollande, a renforcé la confusion entre celui qui fait circuler les trains et celui qui entretient le réseau, on ne peut pas avoir de juste concurrence, évidemment, puisque la SNCF Réseau va toujours favoriser la SNCF Mobilité, donc la SNCF qui fait rouler les trains. Donc il faut absolument séparer les deux, il faut une vraie autorité de régulation, avec un objectif d'instaurer la concurrence dans notre pays. Les régions ont la responsabilité de ce qu'on appelle les TER. Ce que les Français ne savent sans doute pas, c'est qu'on consacre aujourd'hui, chaque année, l'ensemble des régions françaises consacrent 4 milliards d'euros aux TER, et que les TER de l'ensemble des régions françaises ne transportent pas plus de personnes qu'une seule ligne de RER en région Île-de-France. Et donc il y a un coût absolument faramineux à la charge des régions sur les transports régionaux ferroviaires. Et ça peut se régler, on peut faire beaucoup d'économies, à condition d'avoir des méthodes différentes. Aujourd'hui, les régions font circuler les trains de la SNCF sur le réseau SNCF tel qu'il est, sans forcément s'interroger sur la pertinence de toutes les liaisons. Dans d'autres pays mieux organisés, on fait un appel d'offres d'ensemble. Il y a des opérateurs globaux de transport qui répondent, qui disent « ça je vous le fais en train, ça je vous le fais en car, ça je vous le fais en train le vendredi soir parce qu'il y a beaucoup de monde, et puis ça je vous le fais en car le reste de la semaine ». Bref, qui adaptent leur offre à la réalité des besoins de transport dans une région. Donc on a beaucoup de changements à introduire. On sait que ce n'est pas facile. On sait qu'il y aura évidemment des blocages, mais quand on a un gouvernement qui est résolu,
qui prend les mesures qu'il faut à l'avance pour tenir compte de ces risques de blocage. Je crois que c'est quand même une réforme qui est nécessaire à un pays comme le nôtre, où on a besoin de transports performants et où on aura de plus en plus besoin de transports performants. Parce que nous sommes dans une époque où il est de bon ton de dire qu'il faut privilégier les circuits courts. Bon, en agriculture, par exemple, moi je viens d'une région, la Bretagne, qui produit 3 fois ce que mangent les Bretons. Donc les circuits courts, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait du reste? Et en Ile-de-France, je vois assez mal comment on peut se nourrir en circuit court. Bref, dans l'économie contemporaine, il y a beaucoup de transports, de personnes, de marchandises, et il faut absolument que notre pays ait un système qui se modernise et qu'on aille vite, parce qu'on a pris beaucoup de retard, donc il faut aller de l'avant, et j'espère que le gouvernement ne va pas faiblir sur une affaire comme celle-là. Tu es favorable à l'idée de passer par ordonnance? Les ordonnances existent dans la Constitution. Ça a un avantage, ça permet d'aller vite et de boucler un dossier sans avoir une contestation qui va être larvée, qui va durer pendant des mois tout au long d'un débat parlementaire. Plus les parlementaires, je les connais. J'ai été 15 ans parlementaire, un peu plus d'ailleurs, donc 15 ans. Et les parlementaires, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le parlementaire d'un département rural va dire il faut que je garde des trains. Puis ceux qui n'ont pas encore le TGV vont dire ma capitale régionale, 30 000 habitants, il faut absolument quel est le TGV. Donc on va avoir une espèce de surenchère d'amendements parlementaires, un gouvernement qui va avoir du mal à tout repousser parce que c'est pas toujours facile. Et puis un point très politique. La majorité actuelle, c'est un drôle de mélange, si vous me permettez l'expression. Il y a des gens qui viennent de la gauche, certains d'une gauche relativement dure, qui n'aiment pas du tout la concurrence, d'autres qui sont plus ouverts, plus modernes, incontestablement. Donc j'imagine mal une majorité comme celle-là sur un dossier qui est, qu'on le veuille ou non, très sensible politiquement. Il y a beaucoup d'idéologie dans le transport. Les transports, ça devrait être de la technique et de l'économie, et c'est très idéologique. Il y a une espèce d'affection, notamment de la gauche, pour le rail, qui est historique. Et donc, on risque d'avoir un débat très difficile sur un sujet où il faut vraiment aller vite. Donc, moi, je suis favorable aux ordonnances, elles sont là, il faut s'en servir. Et puis, il y a aussi une tendance, il y a un article 34 dans la Constitution qui dit qu'il y a des choses qui sont du domaine de la loi, il y en a d'autres qui sont du domaine du règlement. Et on a dérivé depuis les débuts de la Ve République, on met tout dans les lois. Et d'où des débats interminables, d'où des textes de loi qui sont complètement incompréhensibles parce qu'on en rajoute. Et donc, si on pouvait être raisonnable et borner le domaine de la loi et borner le domaine du Parlement à ce qui est vraiment son rôle, ce serait un vrai progrès, à mon avis. Oui, il y a quelque chose malgré tout qui m'échappe complètement, François. On a quand même une entreprise, la SNCF. Bon, c'est pas vraiment une entreprise, mais on va dire une entreprise qui est surendettée, avec un endettement abyssal. Et en face de ça, on a une qualité de service qui est absolument médiocre, des lignes qui ne sont pas entretenues, etc. Comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est que le choix du tout TGV qui nous en a fait arriver là, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs exogènes? Il y a toujours, dans une situation comme celle-là, de très nombreux facteurs. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'investissements, ça c'est une réalité, et des investissements que l'entreprise SNCF ne peut pas payer. Les investissements ont été faits par le réseau, sur le réseau. On a une dette qui avoisine les 50 milliards, donc c'est tout à fait considérable. Et la SNCF, normalement, quand elle fait passer ses trains, elle a des péages qui doivent permettre de financer la dette qui a été contractée pour réaliser ces investissements-là. Or, la SNCF n'arrive pas à dégager les péages suffisants. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à dégager les péages suffisants? C'est en partie parce qu'elle n'est pas assez productive. C'est une entreprise qui est lourde, qui a beaucoup d'effectifs. La SNCF a beaucoup moins que les autres opérateurs de train diminué ses effectifs depuis 25 ou 30 ans. On comprend bien que dans des secteurs comme cela, les besoins en personnel ont beaucoup changé. On n'a plus le type avec sa pelle qui met du charbon dans la chaudière. C'est un peu plus simple aujourd'hui. Et la réduction des effectifs à la SNCF a été extrêmement lente quand il n'y a pas eu des augmentations à certaines périodes, avec notamment des gouvernements de gauche. Donc on a un vrai problème de productivité de la SNCF.
Et c'est pour ça que la concurrence est le seul moyen de transformer profondément une entreprise. On l'a vu partout. C'est la concurrence qui fait que les gens se rendent compte qu'il faut faire un certain nombre d'efforts, il faut être un peu plus performant chaque année, et c'est comme ça qu'on s'en sort, et c'est comme ça qu'on aura une économie du transport qui permettra de financer l'investissement, comme dans tout autre domaine. Alors, on nous dit, oui, mais la route ne paye pas ces investissements, alors que le rail les paye. Mais c'est pas vrai, parce que vous avez une surfiscalité, notamment pétrolière, qui dépasse largement les sommes que l'État et les collectivités locales investissent dans les routes. Donc c'est tronquer la réalité que de présenter des choses comme ça. Non, il faut que le transport paye ses investissements, et actuellement il n'en est pas capable. La dette continue de croître tout simplement parce qu'il n'y a pas assez, je dirais, de compétitivité de l'entreprise qui est quasiment unique aujourd'hui, l'entreprise SNCF. Il faut qu'elle soit meilleure, il faut qu'il y en ait d'autres. Et puis, quand il y a plusieurs entreprises, c'est quand même une formidable incitation à essayer de mieux accueillir le client, à améliorer les prestations, à faire en sorte que la question de l'information dont on débat, des gens qui ont un concurrent à leur porte savent que c'est stratégique vis-à-vis du client, et donc vont faire des efforts d'information qu'on ne fait pas quand on est sûr de trouver le client de toute façon le lendemain matin, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, avant de donner la parole à Loris, qui va se faire l'ambassadeur de nos amis, je voudrais te faire rebondir sur une question. En discutant, on a évoqué l'idée du fret, et notamment la question de, effectivement, pourquoi en France on ne pratique pas énormément de fret par rapport notamment à un pays tel que l'Allemagne. Et j'ai trouvé ta réponse extrêmement intéressante. Alors, le fret, là c'est un cas d'école. L'État ne cesse de renflouer le fret SNCF. Là, on parle d'1,5 milliard à injecter pour essayer de restaurer les comptes. Autrefois, quand j'étais secrétaire d'État au transport, on avait mis un plan à 700 millions. Et puis il y en avait eu d'autres auparavant. Et la part du fret, quels que soient les discours ministériels, le discours ministériel, c'est de dire on va mettre les camions sur les trains, comme ça il y aura moins de camions sur les routes et l'environnement s'en portera mieux. Le fret SNCF est en chute libre. Il ne cesse de reculer. Alors, il est vrai que certains pays font beaucoup mieux. Ils font mieux pourquoi ? D'abord parce qu'ils sont mieux organisés, ils ont une entreprise qui est plus performante pour le transport du fret, et on sait très bien qu'à la SNCF c'est un point faible depuis très longtemps. Et puis aussi parce que le transport par train est adapté à certains types de transport et pas à tous. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous avez, comme en Allemagne, des trains complets qui partent de Hambourg ou de Rotterdam avec du charbon pour alimenter leur vilaine centrale thermique, ça fait beaucoup de tonnage qui sont transportés par train. Parce que c'est très facile d'avoir des trains complets tous les jours qui vont vers la même centrale thermique qui a un embranchement ferroviaire. Mais quand vous avez un camion de pièces détachées à livrer de toute urgence d'un endroit à un autre, là où il n'y a pas de gare, où il n'y a pas d'embranchement ferroviaire, c'est très compliqué de mettre le contenu du camion sur un train, et c'est pour ça que le transport routier est largement préféré aujourd'hui. Donc on a un segment pour le transport par voie ferroviaire des marchandises. C'est quand on peut regrouper les marchandises en question, plutôt des marchandises pondéreuses, mais pas uniquement, dans un seul train, que ce train-là passe tous les jours ou tel jour chaque semaine de manière régulière. Ça, c'est compatible avec le fonctionnement d'un système ferroviaire. S'il faut envoyer de manière à peu près aléatoire des camions un peu partout et en quantité qui ne sont pas suffisantes à chaque fois pour remplir un train, le transport ferroviaire, ça ne marche pas. Il y a des réalités du transport qu'on oublie quelquefois. C'est facile de tenir un discours type café du commerce, mais il faut regarder ensuite si techniquement, si économiquement, tout ça est possible. Bon, de la même manière, on veut privilégier le ferroviaire, c'est très bien pour des raisons d'environnement. Alors c'est très bien en France parce que notre énergie n'est pas produite avec du charbon. C'est moins bien en Allemagne. Les trains allemands émettent du CO2, beaucoup de CO2. Bon, et il faut savoir aussi que le train se justifie pour les voyageurs quand vous avez beaucoup de personnes qui, à une heure déterminée, vont faire un trajet déterminé. Bon, si vous avez seulement 50 personnes qui, à 8h du matin, ont l'intention d'aller de Vannes à Rennes, c'est pas la peine de mettre un train. Là, on met un car, et les cars ont fait des performances en matière de consommation énergétique qui font que c'est pas un crime contre l'environnement. Mais il faut adapter le mode de transport au type de transport, et il y a des règles incontournables, alors qui évoluent dans le temps. Parce que tout ça n'est pas figé, les technologies évoluent. On
on va avoir des révolutions dans le secteur des transports comme ailleurs. L'électrique est en train de faire une véritable percée, et je suis le premier à m'en réjouir. Mais il faut en tout cas prendre en compte les données techniques, les données économiques, avant de raisonner sur le système des transports, et notamment le système de transport ferroviaire. Et toujours se souvenir que le ferroviaire est un mode de transport qui est cher, qui est confortable quand c'est bien fait, qui a beaucoup d'avantages, mais qui est un mode très cher parce que l'investissement est cher, parce que le train lui-même est un matériel cher, et si le train n'est pas plein, vous perdez très vite de l'argent. Oui, c'est devenu un moyen de transport de luxe même. Pour les grandes lignes, les tarifs sont des tarifs de luxe quand on les compare à l'avion. C'est une évidence. Vous payez plus cher un billet de TGV pour aller de Paris, par exemple, à une grande ville de province, que de prendre un avion pour aller à New York. Oui. C'est quand même assez frappant. Donc c'est vrai qu'il y a un côté luxe qui n'était pas la vocation originelle de la SNCF. Loris. Je vais me permettre de vous poser quelques questions qui sont arrivées par mail préalablement à ce Facebook Live. Alors, par exemple, une question de Bernard. Le gouvernement envisage de privatiser les aéroports de Paris. Selon vous, est-ce que c'est une bonne décision ? Moi, je pense que les aéroports dans beaucoup de pays du monde sont privatisés. C'est d'ailleurs pas universel. Aux États-Unis, il y a des aéroports publics. Enfin, le paysage est assez contrasté. Il y a des précautions à prendre. Parce que naturellement, il ne faut pas que l'exploitant de l'aéroport ait une espèce de rente et augmente des redondances aéroportuaires de manière déraisonnable. Donc il y a des contrats à passer, mais c'est une solution qui peut marcher. Et surtout, dans la mesure où il y a des investissements à faire, c'est assez commode d'en dégager l'État, qui de toute façon n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est à regarder au cas par cas, mais moi j'ai aucune objection de principe. Il y a de très bons aéroports privés dans le monde. Et il y a de très bons exploitants aéroportuaires privés. D'accord, puisqu'on est dans l'aérien, je vous pose une autre question qui est arrivée. Je suis, comme beaucoup de Français, scandalisé par la réduction de la vitesse. Ah, pardon, je ne suis plus dans l'aérien, je suis dans le routier, pardon. Il faut atterrir. Je suis scandalisé, alors on a vu que ça a fait beaucoup de débats et beaucoup de polémiques, sur la réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes nationales. Croyez-vous en une telle mesure? Et sinon, est-ce que vous pensez qu'il s'agisse uniquement d'alimenter, comme disent les Français, la pompe à fric? Ah oui. Alors, je suis pas persuadé que la motivation soit principalement financière, parce qu'après tout, il suffirait de mettre un peu plus de radar sans mettre le panneau avant pour faire tourner la pompe à finance. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'affichage dans cette mesure. C'est-à-dire que le gouvernement voulait casser cette progression pendant le quinquennat Hollande, très inquiétante du nombre de morts sur les routes. En ça, il avait raison. Et il a trouvé cette mesure pour avoir quelque chose qui soit repérable et qui impressionne les Français. C'est sans doute pas, de l'avis des spécialistes, la mesure la plus efficace. Bon, je pense quand même que j'ai du mal à la contester fondamentalement pour la raison suivante, c'est que c'est tellement dommage, c'est tellement pitié de voir des gens se tuer chaque année par milliers sur les routes qu'il faut que nous devenions plus sérieux. On est devenu beaucoup plus sérieux qu'avant. À mon âge, quand on était jeune, c'était complètement délirant. Enfin, on se tuait sur la route, mais c'était une véritable hécatombe. Bon, on est devenu plus sérieux, et puis le mouvement positif s'est interrompu il y a 5 ou 6 ans. Et ça, il faut vraiment prendre des mesures contre ça. Et on sait que la vitesse, d'une façon générale, la vitesse est un facteur d'aggravation des accidents et d'augmentation de la mortalité sur la route. Donc, encore une fois, j'ai du mal à dire c'est pas bien du tout. Je pense qu'on aurait pu prendre d'autres mesures plus efficaces pour réduire le nombre de morts sur la route, ce qui vraiment doit être un objectif du gouvernement. Alors, je me permets de rebondir sur la question précédente, parce que Jean-Marie de Toulouse, que je salue, nous pose une question sur l'aéroport de Toulouse qui a été privatisé. Oui. Avec des Chinois. Donc, quid de la question de la souveraineté nationale face à une telle privatisation? Alors, là, les questions de souveraineté, il faut laisser ça à Trump. Non mais attendez, c'est de son niveau, quoi. Non mais franchement, alors, je comprends qu'on se pose une question comme celle-là. Parce qu'un aéroport, dans certaines circonstances, ça peut être assez stratégique. Mais que l'actionnaire soit chinois, bulgare, afghan ou colombien, qu'est-ce que ça peut faire?
En cas de crise, l'actionnaire, il ne peut rien. L'État réquisitionne, et puis c'est fini. Et puis les avions militaires, si on vient de se poser, ils se posent sur la piste. Non, la vraie question, c'est est-ce que l'actionnaire aura à cœur de développer l'aéroport au bénéfice de l'ensemble de la région de Toulouse? Et donc, sa politique de redevance aéroportuaire, par exemple, est extrêmement sensible. Donc, il faut être attentif à ça. Il faut voir quelle est l'économie de l'aéroport en question. Donc, c'est sous cet angle-là que ça se pose. C'est pas sous un angle de souveraineté. Les aéroports qui sont là, les Chinois, s'ils sont pas contents, ils vont pas prendre l'aéroport pour le poser ailleurs, chez eux. Donc, l'aéroport restera là. Et si ça se passe mal, c'est l'actionnaire qui sera perdant. Donc, il faut dédramatiser des questions comme celle-là. C'est pas une question de souveraineté, pour moi. Très bien. Alors, une autre question. Je suis infirmière et je roule en moyenne plus de 100 km par jour. La réduction à 80 km/h va m'obliger soit de faire moins de visites, soit d'être en excès de vitesse. Il ne faut pas être en excès de vitesse. Parce que pour une infirmière, perdre son permis, c'est embêtant. Bon, c'est vrai dans une certaine mesure. Alors, c'est vrai dans certaines régions. Région parisienne, ça a très peu d'incidence. Parce que la vitesse limitée à 80, comme vous êtes généralement à 50 en raison des flux de circulation, mais c'est vrai que dans certaines régions, ça peut être relativement pénalisant. Ça dépend beaucoup des routes, parce qu'il y a aussi des régions où dépasser le 80 sur les routes départementales, c'est assez dangereux. C'est assez variable. Il aurait été plus sage d'avoir une politique différenciée, mon point de vue. C'est-à-dire d'inciter à la baisse des vitesses moyennes, notamment par plus de radars, de lutter contre ce fléau de l'alcoolisme sur la route qui est absolument dramatique, parce que combien de morts, malheureusement, sont constatées la nuit ou au petit matin. Bon, et ça, surtout que ça touche des jeunes. Donc ça, c'est véritablement dramatique. La question de la vitesse, oui, c'est vrai que ça peut embêter un certain nombre de gens, ça je le reconnais très volontiers. Mais je pense que François a mis le doigt sur le sujet le plus intéressant. Cette façon que nous avons en France, à chaque fois, de faire une loi qui s'applique de manière uniforme sur tout, c'est complètement absurde. La réalité, c'est qu'il y a des routes qui sont aujourd'hui à 90 km/h qui sont dangereuses et qu'il faudrait réduire, mais pour le coup, éventuellement à 70. Éventuellement à 70, voire moins. Enfin, quand je vois des routes de montagne aujourd'hui qui sont virtuellement limitées à 90 km/h, et je peux te dire que si tu roules à 90 km/h, tu es en danger de mort. Et à côté de ça, il y a des routes nationales qui sont des lignes droites où tu peux facilement rouler à 90. Cette façon que nous avons d'uniformiser comme ça par la loi, c'est vraiment typique du mal qui ronge notre pays. On pourrait citer beaucoup d'exemples. Je me permets du coup de continuer là-dessus. Est-ce que ça ne vaut pas plus d'être, comme c'est demandé par des élus locaux, d'être géré par les gens locaux, les élus locaux? Ça marcherait très bien. Il y a beaucoup de pays où c'est du ressort d'une région et non pas de l'État. Mais on a une habitude, comme le disait Rafik, de centralisation extrême. Alors, au-delà du 80 km/h, l'organisation des collectivités locales en France, elle est la même partout, sur les mêmes lois qui rentrent dans tous les détails possibles et imaginables. Quand vous regardez le découpage des collectivités en France, d'abord, il y a des départements qui dépassent largement le million d'habitants et d'autres qui en ont moins de 200 000. Ça fait quand même quelques différences. Et puis, le découpage communal, vous avez des régions, notamment dans l'Est, où les communes de 10, de 20, de 50 habitants sont extrêmement fréquentes. Dans ma région, les communes ont 1000, 2000, 3000, 5000 habitants. Et donc, avoir un découpage uniforme, les mêmes règles pour les groupements de communes sur l'ensemble du territoire, c'est tout simplement idiot. C'est très français. Je vous pose une autre question. Le PDG de PSA a récemment averti contre un risque écologique lié aux véhicules électriques, batteries, etc. Pensez-vous que le véhicule électrique est une solution ultime ou juste une transition vers un mode plus polluant? Je pense qu'il a voulu dire moins polluant. D'abord, je ne suis pas expert en tout et surtout je ne suis pas devin. Alors, je ne sais pas ce qui se passera. Moi, j'ai quand même tendance à croire que l'électrique va se développer pour de nombreuses raisons, notamment en ville, parce que c'est quand même le bon moyen d'éviter la pollution en ville. C'est la solution. Alors, la difficulté, c'est que les gens ont une voiture et pas une voiture pour la ville et une voiture pour la campagne. Donc, il faut qu'il y ait encore des progrès, en particulier en matière d'autonomie. Qu'il y ait des risques de pollution dans les matériaux utilisés, la réponse est oui, mais ça se traite.
C'est quand même un point extrêmement important sur les sujets écologiques, c'est qu'aujourd'hui, à condition d'avoir une économie bien organisée, d'avoir éventuellement les taxes carbone qu'il faut, d'avoir et je pense que ça marche beaucoup mieux, non pas avec des règlements, mais avec des données économiques, des prix qui soient bien fixés. On peut tout recycler, on peut éviter les inconvénients d'un certain nombre de produits qui, dans les batteries, ne sont pas des produits très sympathiques. Mais non, je crois que l'électrique a quand même de très gros avantages, surtout si on produit de l'électricité sans émission de CO2, ce qui amène à d'autres débats sur le nucléaire, etc. Mais c'est quand même une voie d'avenir. Alors, le PDG de PSA, d'abord, il vend des voitures. Et ces voitures-là ne sont pas très électriques pour l'instant. Donc, son point de vue est certes intéressant, c'est un homme parfaitement estimable, mais il faut aussi décoder ce qu'il dit. Là où les constructeurs automobiles ont fait une remarque qui est intéressante, c'est que la politique actuelle anti-diesel, certes, il y a des particules fines, mais le diesel, c'est un moyen d'utiliser bien mieux un carburant un peu moins riche que l'essence, avec un rendement très supérieur. Et donc, en favorisant l'essence par rapport au diesel, on va, je dirais par kilomètre parcouru, augmenter les émissions de CO2. C'est un choix qui est très dogmatique. Il faut le savoir. C'est pas forcément, je ne sais pas si la balance a été faite entre les avantages et les inconvénients des deux. Le diesel est une technique qui permet de tirer la meilleure partie des hydrocarbures que le moteur à essence classique. Alors, une question que nous pose Eugène de Lyon, que je salue. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui d'un conseil départemental sur l'organisation des transports, justement? Alors, c'est fini, les transports. On avait des transports scolaires, c'est très important les transports scolaires, dans la plupart des régions. Alors, dans les grandes métropoles, les jeunes et les enfants prennent les transports en commun s'ils ont besoin de se déplacer. Mais dans les départements, les autres départements, dans la France qu'on peut qualifier de profonde, là, c'était les départements qui, par car, transportaient des milliers d'enfants tous les matins. Alors, ce sont maintenant les régions qui le font. Et puis les transports de voyageurs en interurbain, par car, c'était une compétence départementale qui va aux régions. Ce qui est une bonne chose parce que, je le disais tout à l'heure, on pourra certainement avoir une vision d'ensemble des transports de voyageurs à l'échelle de la région, certains par car, d'autres par ferroviaire, et en harmonisant tout ça, on doit faire des économies. Sur les cars scolaires, on avait une grande liberté d'organiser les circuits. D'ailleurs, on avait des gens très compétents parce que c'est compliqué d'organiser des transports scolaires, hein, c'est très savant. Il faut aller chercher des enfants un peu partout, les amener à une heure correcte au collège, et on avait un gros travail d'organisation que les régions ont repris, mais c'est peut-être des aspects que les gens ne connaissent pas, notamment quand on habite une grande ville. C'est absolument nécessaire à la vie quotidienne de pas mal de Français. François, la France est une puissance maritime, vous en convenez? C'est une grande puissance maritime. C'est une drôle de puissance maritime. Alors comment expliquer que nos ports soient à la traîne dans la compétition internationale? Ça c'est facile. Ça c'est très facile. Alors d'abord, la France est une puissance maritime si on regarde ses zones économiques exclusives, qui sont en effet les deuxièmes du monde. Bon, nous avons de très belles façades maritimes. On est historiquement, généralement, mauvais sur mer. Ça ne date pas de Napoléon, c'est constant. La France est un pays qui a toujours été plus tourné vers le continent que vers l'outre-mer, ou vers le grand large. Alors, je rappelle que tu as été aussi en charge de la mer au gouvernement. Et puis, bon, je suis né au bord de la mer, je vis une partie de la semaine au bord de la mer, et donc voilà, la mer, je connais un peu. Alors, la politique portuaire française a été catastrophique, à tout point de vue. Alors c'est bien pire que le ferroviaire. Bon, le problème des dockers, qui a été partiellement réglé, mais pas totalement. Véritablement, l'organisation portuaire a été anti-économique, et on a laissé se développer les grands ports du Nord, mais aussi des grands ports méditerranéens, alors que nos ports étaient sans doute mieux placés que les autres. Donc c'est véritablement des blocages, à la fois syndicaux et patronaux. Les deux ont leur part de responsabilité. C'est aussi la politique ferroviaire. Le Havre est encore très mal desservi par la voie ferrée pour relier le port à l'ensemble de l'Europe. On a une rupture de charge à peu près obligatoire
entre les porte-conteneurs et la voie ferrée, alors qu'on pourrait imaginer que ça passe directement de l'un à l'autre. Donc tout s'est conjugué pour que nous soyons mauvais. Et nous sommes effectivement, les ports du nord de l'Europe nous taillent des croupières vis-à-vis du Havre, et Marseille a été largement dépassée par Barcelone et par Gênes, alors même que Marseille est idéalement situé avec voie ferrée, autoroute, un couloir naturel qui conduit vers le reste de l'Europe. C'est un véritable gâchis. Alors il y a ça. Les ports de commerce, c'est catastrophique. Les dernières réformes seront un peu mieux, mais on va mettre du temps à regagner des parts de marché. Parce que tout ça, c'est quand même de l'industrie lourde. Il y a un domaine où on est bêtement mauvais, alors qu'on a plein de force, c'est la plaisance. Ça, personne ne le sait. Nous sommes le premier producteur mondial de voiliers en France, le deuxième de bateaux à moteur. On a des côtes magnifiques. Le nord de l'Europe serait ravi de venir chez nous, et on ne sait pas développer l'activité de la plaisance. Il faut savoir qu'un Américain moyen fréquente une activité de plaisance, il va sur l'eau 2 fois plus qu'un Français moyen. Or, l'Amérique est un pays quand même plutôt continental, nous avons des côtes très variées. Donc là, c'est un secteur dont on parle peu. On va vous parler des ports de commerce, effectivement, on va vous parler de la pêche, mais économiquement, tout ce qui est loisir nautique, est-ce que ça va du pédalo, du paddle jusqu'au voilier, tout ça, c'est de l'économie, ce sont des emplois, et avec une capacité qu'on devrait avoir d'attirer le reste de l'Europe chez nous, et on gage complètement nos chances, parce qu'il y a de multiples blocages, parce que les lois françaises font qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas faire le petit aménagement qui permettra de mettre à l'eau un petit dériveur pour que les gens s'amusent, etc. Donc il y a là aussi un sujet dont les autorités publiques se soucient comme d'une guigne, où on pourrait créer des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois, et surtout faire venir, pour la balance commerciale française, faire venir des Européens principalement sur nos côtes. À titre de contre-exemple, la Croatie ouvre une marina tous les 6 mois, et les Allemands se précipitent dans une zone certes ensoleillée, mais où il y a rarement du vent, tout simplement parce qu'il y a des infrastructures et que les gens sont organisés pour les accueillir. Alors, pendant que tu parlais, je regardais quelques commentaires. Alors, Carole Barizone, qui est notre présidente du comité du Var, qui te félicite pour la plaisance, d'ailleurs. Jean-Paul Louis Charrier, qui parle de démanteler la SNCF. Je crois que François a été assez clair là-dessus. Il ne faut pas démanteler, c'est une très grande entreprise. Moi, je suis convaincu que de la même manière que la Direction Générale des Télécoms, administration, est devenue Orange, qui est une grande entreprise très performante, il faut que la SNCF devienne une grande entreprise très performante. C'est une grande entreprise, elle doit améliorer sa performance. Il ne faut pas la démanteler. Et il faut que d'autres opérateurs, à côté, aient une offre différente pour que tout ça fasse qu'on ait un secteur plus dynamique. Et surtout, moi je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on se réfère souvent à des époques qui sont reculées, où on pouvait avoir des grandes entreprises qui gèrent toujours de la même manière un secteur de l'économie. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est la diversité, c'est la rapidité, c'est l'adaptation incessante, parce que les technologies nous bousculent, parce que les usages nous bousculent, parce que les gens ont des attentes qui évoluent sans arrêt. Et ça, si on laisse des mastodontes incapables d'évoluer rapidement dans des grands domaines économiques, eh ben on loupera complètement le coche. C'est vrai dans toute l'économie. C'est la mobilité, c'est la rapidité, c'est l'innovation perpétuelle qui sont les maîtres mots de notre époque. Si on n'a pas compris ça, eh ben on a perdu toutes les batailles économiques. Alors là, tu nous tends une belle perche, cher François, parce que tu as parlé d'innovation, tu as parlé du nouveau siècle, et je rebondis sur une intervention de Monsieur Rosel, qui nous représente, Hervé Rosel, dans le Nord. Il nous dit, et si on parlait un peu d'Hyperloop? Alors Hyperloop, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un projet qui est porté par Elon Musk aux États-Unis. C'est un petit peu le nouveau Steve Jobs. C'est celui qui a des projets des fusées, mais des projets, c'est ça qui est intéressant, des projets qui manifestement fonctionnent, parce qu'il a notamment réussi avec SpaceX à inventer le concept de fusée avec récupérable, ce qui va faire prendre un coup de vieux à Ariane qui va être assez sévère, entre parenthèses. Oui. Tu veux peut-être dire un mot sur ce point-là, parce que tu as été en charge de l'espace. Je me suis occupé de l'espace, et puis je garde des contacts avec les gens qui travaillent dans le secteur. On pouvait penser que c'était
un original qui dépensait son argent en lançant des fusées. Bon, il est en train d'imposer son concept qui est totalement révolutionnaire par rapport à ce qu'on a fait jusqu'alors. Et je pense que c'est lui qui va gagner. En tout cas, l'avis de pas mal de spécialistes, c'est que bon, il va falloir s'interroger sérieusement sur les modèles anciens. Alors, est-ce qu'il a raison sur son espèce de, comment dirais-je, d'engin qui est dans un gros tuyau et qui circule dans un vide relatif à toute allure? Bon, j'en sais rien. Est-ce que ce sont des paris aussi? Ce sont des paris technologiques, ce sont des paris économiques. Là, il y a, à mon avis, un point très sensible, c'est le coût de l'investissement pour transporter un nombre relativement restreint de personnes. Alors, est-ce qu'il arrivera à un équilibre économique? J'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas, il faut regarder tout ça, parce que c'est avec des gens qui innovent qu'on fait des progrès. C'est pas avec ceux qui continuent à gérer comme avant. Ce que je trouve hallucinant avec Elon Musk, c'est que quand même, son projet, il est puisqu'on parle des transports du 21e siècle, son projet, il est de coloniser Mars quand même. Enfin, et le pire, c'est que je crois qu'il le fera. Et donc de créer des moyens de transport pas chers et ultra rapides. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une grande partie de ce que dit et ce que fait Elon Musk relève du fantasme, mais honnêtement j'avais des doutes jusqu'à SpaceX. Je me disais, bon, on est dans des effets d'annonce, etc. Mais quand j'ai vu le Heavy Falcon, qui est une fusée à charge lourde, partir, envoyer une voiture, parce que le type il se paye un délire quand même, envoyer une voiture en direction de Mars et faire revenir 2 des 3 lanceurs, tu te dis, ah, quand même, il n'y a pas que de la folie derrière tout ça. Mais il faut le prendre au sérieux parce qu'il a réussi quelque chose qu'on pensait impossible, c'est-à-dire changer le modèle des lanceurs. Puisque je me sens lancé dans le futur, je vais essayer d'interpréter une autre question que j'ai. Oui. Alors je vais faire une petite introduction. On voit arriver des drones taxis qui sont effectifs à Dubaï, d'un côté, et on voit la révolution qu'Amazon est en train de nous préparer avec sa livraison par drone. Sur cette occupation de l'espace aérien, comment est-ce qu'on, dès aujourd'hui, on se pose des questions de régulation, de comment on va confronter ces nouveaux couloirs aériens? Est-ce que c'est une question qu'on doit prendre dès aujourd'hui politiquement, ou c'est quelque chose où on attend un petit peu que les choses évoluent? Les gens sérieux prennent en compte des innovations, même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Bon, je connais un certain nombre de responsables d'entreprises de transport qui ont intégré la voiture autonome. Et donc, quand vous avez des flottes de taxis, le véhicule autonome, ça interpelle. Bon, le drone de livraison, ça interpelle de la même manière. Et il faut évidemment intégrer ces perspectives-là. Encore une fois, ce sont des gens sérieux qui s'intéressent à ça. Ce n'est pas des rigolos, ce n'est pas des professeurs d'un bus, ce n'est pas le concours Lépine, c'est de très grandes entreprises mondiales qui envisagent de développer ça. La régulation aérienne aujourd'hui est absolument pas adaptée à tout ça. On a en France, on a une administration extrêmement sérieuse, extrêmement compétente, avec une part belle qui est faite à la défense, caractéristique française, et qui ignore à peu près complètement ce type d'engin, puisqu'il y a eu quelques règles qui ont été posées quand les premiers drones sont apparus à la disposition du grand public. Bon, il faut évidemment d'ores et déjà définir des règles d'usage, des règles de sécurité, puis faire en sorte que l'innovation ne soit pas bridée, et qu'en même temps, on n'ait pas un drone de livraison de je ne sais pas quoi qui aille perturber l'atterrissage d'un Airbus. Ce serait quand même un peu dommage. Mais bien sûr, il faut l'intégrer. Et ça, j'allais dire, dans tous les secteurs de l'action publique aujourd'hui, il faut que les responsables en charge soient totalement ouverts aux innovations et essayent d'anticiper ce que le monde de demain et pas seulement celui d'aujourd'hui. C'est quand même, et dans beaucoup de domaines, on a malheureusement pas mal d'années de retard. C'est vrai que je me souviens à l'époque du web, je commence à avoir un certain âge, au début du web, années 94-95, j'entendais les France Télécom notamment dire ça ne marchera jamais. Alors c'est vrai qu'à l'époque on avait le Minitel en France, donc Internet nous dérangeait un peu philosophiquement, mais il y avait ce fameux ça ne marchera jamais qui, après on l'a payé, parce qu'on était arrivé avec un train de retard. Et
On est encore sur le Minitel. On est encore sur le Minitel. Et en fait, je vois un lien direct entre la mutation fantastique qui est à venir, dont on ne maîtrise pas encore les contours, mais on sait que les transports vont connaître une révolution fantastique dans les 50 prochaines années, que ce soit les transports urbains en ville, avec les véhicules autonomes, les véhicules électriques, probablement un mix de Uber, de Blablacar, enfin, un mix de tout ça en véhicule autonome que tu pourras commander en instantané, qui viendra chez toi, qui t'emmènera à un point sans avoir à conduire. Un mix des nouvelles technologies de transport grande vitesse, fast tram, hyperloop, etc. Les roues gyroscopiques, les gens voient de plus en plus et on trouve ça normal. Oui, exactement. Et alors, on se rend compte face à cet enjeu-là que la vétusté et le côté poussiéreux d'une institution telle que la SNCF, par exemple, est en total décalage. Alors même si la SNCF a investi un tout petit peu dans Hyperloop, mais est en total décalage avec ce mode de transport en mutation, d'où l'urgence impérieuse d'une réforme ferroviaire en France. Et d'une sorte de révolution culturelle au sein de l'entreprise. Parce que l'entreprise a des capacités, et il ne faut pas les négliger. Elle a des forces, elle a des compétences. Simplement, il y a un changement de culture à opérer. Et je reprends l'exemple des télécoms. Bon, c'est vrai que l'opérateur public monopolistique a fait des choses assez fabuleuses, parce que le Minitel au départ c'était une idée assez géniale, hein. Un outil très simple, extrêmement commode, alors qu'il n'y avait pas de web, hein. Sécurisé en plus. Il y a beaucoup d'avantages. Simplement, c'est comme ça, quand c'est une administration qui invente quelque chose, qui n'est pas forcément le plus à même de l'imposer sur le marché mondial. C'est même généralement le contraire. Et donc on se fait dépasser par d'autres produits qui sont peut-être moins géniaux au départ, mais qui vont réussir tout simplement parce que ça va devenir la norme internationale. Et donc il faut véritablement qu'on ait ce changement de culture. Les télécoms l'ont fait. Encore une fois, Orange n'a pas à rougir de ses performances par rapport à d'autres. La SNCF peut très bien s'adapter à un monde différent, avec une culture différente, mais c'est à engager très vite. Et il faut le faire de manière résolue. Il ne faut pas, parce que le politique en général, je connais assez bien le milieu, consiste à minimiser les inconvénients, à essayer de rassurer, en disant ne vous inquiétez pas, la concurrence sera gros comme ça, et puis les statuts vont être préservés, puis ceci va être préservé. Et finalement, eh bien, on accouche non pas d'une demi-réforme, mais d'un dixième de réforme, et ce n'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'un vrai changement, et il faut expliquer aux gens que c'est comme ça, et que le changement que connaissent beaucoup de gens dans les entreprises, il ne faut pas nier les réalités, il y a des moments désagréables, mais il y a aussi des moments passionnants. Il faut essayer de faire en sorte que le passionnant l'emporte sur le reste. Et il y a des choses passionnantes à faire dans tous les domaines, et dans ce domaine-là en particulier. Alors Christiane Delbecq pose la question, mais c'est lié, elle dit mais il faut qu'on retienne nos ingénieurs, on en a plus que jamais besoin, ils partent à l'étranger. Alors on en a au moins un, il est à côté de moi, il est ingénieur de l'École Centrale Paris. Oui mais attendez, on est ingénieur, non pas quand on a fait des études d'ingénieur, mais quand on exerce le métier. Donc j'ai pratiquement jamais exercé le métier d'ingénieur, donc je ne revendique pas le... Bon, simplement, nos ingénieurs, c'est vrai qu'ils vont à l'étranger, et moi je trouve ça très bien. Ça veut dire qu'ils sont considérés comme compétents, sinon on ne les prendrait pas. Et si on leur offre des possibilités chez nous, ils seront ravis de venir. Pas tous, mais ils reviendront. Et alors, dans l'enseignement supérieur, comme dans les autres domaines qu'on a évoqués, le monde d'aujourd'hui, c'est pas on forme nos ingénieurs, ils restent chez nous et tout ça ne bouge pas. Non, le monde d'aujourd'hui, l'enseignement supérieur doit s'internationaliser totalement. C'est-à-dire qu'on accueille des étudiants de tous les pays, on envoie nos étudiants un peu partout dans le monde, il y a ceux qui reviendront travailler en France, il y a ceux qui partiront ailleurs et c'est tant mieux parce que ce seront nos relais pour établir un certain nombre de contacts. C'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est le contraire de ce dont rêvent tous ceux qui veulent nous enfermer dans des frontières étanches. Et c'est vraiment... Il y a ceux qui comprennent le monde dans lequel on est, et puis il y a ceux qui ont strictement rien compris, ou plus exactement, qui font mine de rien avoir compris parce qu'ils pensent que ça rassure l'électorat. Je citerai personne, mais il y en a pas mal en politique. Bon, et ceux-là, ce sont les mauvais bergers. Parce que la France n'a pas besoin de ça. La France n'a que trop tendance à se replier sur ce qu'elle croit être la perfection française. C'est pas vrai. On fait des choses très bien, mais on a de vrais retards, notamment dans tout le domaine de l'action publique, où on n'est généralement pas au niveau, parce que il y a beaucoup de facteurs de blocage, parce qu'il y a les énarques, parce que tu as dit que j'avais fait Centrale, mais ça c'est à mettre à mon actif, mais à mon passif, je suis passé par l'ENA, donc je les connais de l'intérieur. L'énarchie, c'est une catastrophe.
parce que ça a été un facteur de reproduction d'une pensée unique, d'une pensée avec un certain talent. Et le résultat, c'est que ça bloque tout sur des schémas administratifs qui sont aujourd'hui complètement dépassés. Donc, j'ai toujours prôné la suppression de l'ENA, mais c'est encore plus urgent aujourd'hui. C'est vrai que ça fournit des présidents de la République. Bon, on peut peut-être en trouver ailleurs. Mais en fait, pour répondre à Christiane, je crois que la vraie victoire, ça ne sera pas le jour où nous réussirons à retenir nos ingénieurs. La vraie victoire, ce sera le jour où nous réussirons à attirer les ingénieurs du monde entier. Et ce jour-là, on pourra dire que la France, que le phare français rayonne réellement. Quand tous les ingénieurs du monde entier, quand tous les chercheurs, quand tous les scientifiques se diront « j'ai envie de chercher, j'ai envie d'innover et j'ai envie de trouver et je vais le faire en France parce que j'estime que c'est le pays qui est d'ailleurs le plus agréable à vivre à titre personnel, mais c'est aussi celui dans lequel je vais le plus m'épanouir », le jour où nous aurons réussi ce pari-là, eh bien, la France sera au rang qu'elle mérite. Donc là où je rejoins François, c'est que ce n'est pas en étant dans la peur de l'extérieur et en nous refermant sur nous-mêmes, parce qu'en nous refermant sur nous-mêmes, ça va marcher un temps, mais on finira par perdre la bataille. Donc soyons compétitifs, soyons audacieux, et si, ce que je dis parfois, s'il y a, sur un autre sujet, mais s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Et la France aujourd'hui est un enfer fiscal. Donc la question qui se pose, c'est comment faire pour que notre pays devienne un paradis pour vivre, pour créer, pour entreprendre. Tu partages ? Totalement. Loris, est-ce qu'on a une dernière question ? Non. Alors, je vous salue tous, les amis. Je vous remercie sincèrement de votre présence parmi nous. Je te remercie. Mais non, c'est sincèrement. C'est moi. C'est toujours sympa de parler librement d'un sujet comme celui-là. De t'être livré à cet exercice. Nous allons travailler avec François, notamment sur le sujet européen dans les mois à venir. C'est un sujet qui est extrêmement important parce que je pense, et nous pensons ensemble, qu'il y a une voie raisonnablement ouverte vers l'extérieur, mais qui soit une voie positive et qui soit quelque part aux antipodes de ce qui est en train de devenir la construction européenne aujourd'hui. Et cette voie, on va essayer de la travailler. Et c'est pas un petit sujet, mais en tous les cas, on va essayer de la travailler. C'est un beau défi. C'est un beau défi. Je vous remercie sincèrement. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Brigitte Mauroy, qui est professeure de médecine dans le nord de la France. Nous allons parler de l'évolution de la santé, qui est aussi un sujet qui est en mutation profonde. Nous allons parler d'évolution du modèle de la santé. Nous serons aussi avec Hervé Rosel, président du Comité du Nord, et là aussi on fera un exercice de diagnostic et de prospective. Merci François, merci les amis, à bientôt. Et merci Loris.